Alors elle a fait quelque chose que je n'ai pas compris sur le moment. Ma mère m'a giflé violemment. Ma seule gifle de ma vie. La seule gifle. Et j'ai compris rapidement que cette gifle m'a sauvé la vie. Rachel Gédinac a 94 ans. Aujourd'hui, elle va souvent en classe pour raconter aux élèves son histoire et celle de sa famille. Elle avait 6 ans lorsque l'armée allemande est entrée dans Paris. C'était en 1940, au début de la Seconde Guerre mondiale. Et elle en avait 8 lorsque ses parents ont été emmenés par la police française pour être déportés vers les camps d'extermination d'Hitler. Rachel Gédinac est juive. La rafle du Veldiv, la faim, la peur, les dénonciations. Elle raconte ici ce qu'elle a vécu avec sa sœur de 1940 à 1944 à Paris pendant l'occupation nazie. La rafle du Veldiv, le 16 juillet 1942. On a convoqué à la préfecture plus de 5000 policiers et on leur a remis dans les mains une liste du fichier juif. Ils étaient groupés par 2, les policiers français, j'insiste. Et donc on leur a remis la veille des listes de familles entre guillemets à prendre. Beaucoup de mamans avaient planqué leur mari ou leur garçon ado. Elles pensaient qu'on ne toucherait pas aux femmes et aux enfants plus jeunes. Donc on convoque plus de 5000 policiers et on leur remet ces listes. Mais j'ai su par mes aînés qu'un groupe de policiers, on m'a dit plus de 50, mais on ne peut pas savoir exactement combien, sont allés dans tout l'Est parisien et ont lâché « Demain, on prendra les femmes et les enfants ». Donc ma mère a dû l'apprendre, je suppose, puisque la veille au soir, elle nous a cachés chez nos grands-parents paternels qui habitaient tout près de chez nous, à 50 mètres environ, parce que c'est le seul endroit où elle pensait pouvoir nous protéger. La rafle du Veldiv, c'est de 2 ans à 60 ans. Mes grands-parents paternels étaient plus âgés. Pour les rafles qui ont suivi, on a pris des enfants pratiquement à la naissance. Ils n'étaient pas encore scolarisés. On a des enfants de quelques jours. Et des vieillards sur des brancards moribonds. Les adultes se posaient des questions. Ils vont travailler, ceux-là? Et même les enfants, on disait, c'est pas possible. Où ils vont? J'avais beau être toute petite, on mûrit d'un seul coup quand on vit des moments comme ceux-là. On n'agit plus comme des petits. Donc, nous sommes chez nos grands-parents, ma sœur et moi, le 16 juillet à l'aube. On venait nous cueillir entre 4h et 6h du matin. De grands coups frappés à la porte chez ma grand-mère et mon grand-père. « Police, ouvrez !» Ma grand-mère ouvre. 2 policiers nous disent sur un ton violent « Allez les enfants, habillez-vous vite, vous allez rejoindre votre mère. » Et en chemin, il y en a un qui nous dit d'un air goguenard « Vous pouvez remercier votre concierge, c'est elle qui nous a dit où vous étiez. » Ces choses-là, malheureusement, arrivaient aussi. Nous avons été dénoncés par notre gardienne. Nous remontons auprès de notre maman, qui est contrariée tellement, en larmes. Et on lui dit, vous avez 5 minutes pour faire votre baluchon ou votre valise. On a encore beaucoup de gens à prendre sur la liste. On se dépêche, nous descendons. J'ai vu déjà de mon immeuble sortir des mamans avec des petits dans les bras, d'autres, des petites camarades d'école qui tenaient leur maman. Et nous descendons donc dans la rue. Dans la rue, un chahut indescriptible, des images que je garde de jeunes qui essayent d'attacher avec des ficelles des valises éventrées et des sifflets de gendarmes, de policiers, je veux dire.
Vraiment, c'était la pagaille complète, des hurlements. Mais il y a eu 4 lieux d'arrestation. On nous a emmenés à pied, nous. Et nous sommes partis de chez moi, à pied, donc. C'était un long chemin, en ce qui me concerne, pour mes petites jambes de 8 ans. Et on avance. Le troupeau grossit, je dis bien, on nous a emmenés comme un troupeau. Les femmes sortaient des portes cochères avec des petits, des plus grands. Beaucoup tenaient la robe ou la jupe de la maman, comme moi. Et on nous emmène donc à pied. Alors, je garde un souvenir très, très fort, c'est que beaucoup de gens étaient aux fenêtres, d'autres sur les trottoirs, nous regardaient passer, certains incrédules, les larmes aux yeux, faisaient le signe de croix, d'autres nous montraient du doigt en riant. Malgré mes 8 ans, j'ai compris que les Parisiens n'étaient pas d'accord quant à notre sort. On nous a fait rentrer dans la Bellevilloise, qui était un endroit où se réunissaient beaucoup de travailleurs, des ouvriers. C'était un lieu communiste. Dans mon souvenir, la salle était immense. Nous rentrons donc dans la Bellevilloise. J'ai vu de loin mon cousin Paul, en hauteur, je ne sais pas sur quoi il était perché. Il avait 16 ans. Il est mort à Auschwitz-Birkenau. On s'est fait un petit signe. Et ma mère a essayé de se frayer à coups d'épaule un chemin, tant nous étions serrés. Les policiers hurlaient, une chaleur suffocante. Et ma maman disait aux autres mamans, « Non, on ne nous emmène pas pour travailler en Allemagne. On ne peut pas travailler avec des petits dans les bras. » Et les autres mamans étaient en colère après la mienne. « Mais pourquoi tu oses dire ça? Mais non, on nous fera rien avec des petits, » disait-elle. Et une voisine est arrivée auprès de ma mère et lui a dit « Léa Bronstein », sa grande fille de 14 ans, qui était une copine de ma sœur. Léa a réussi à s'enfuir par l'issue de secours. Donc ma mère se tourne vers nous et nous dit « Vous allez faire comme Léa. Je ne veux plus vous voir à côté de moi. Vous ne revenez pas à côté de moi. Vous allez près de l'issue de secours qui n'était gardée que par 2 policiers. Alors qu'à l'entrée principale, il y en avait beaucoup. Et elle nous dit, si on vous refoule, vous restez là-bas et vous trouvez le moyen de sortir à un certain moment. Et si on revient vous chercher, ces dernières paroles sont, si on revient vous chercher, essayez toujours de fuir dans la rue, il y a du monde, ça vous protégera. Quand on a 8 ans, comme moi, qu'on lit la peur, l'angoisse sur les visages, les hurlements, l'angoisse partout, les cris, je n'ai pas voulu, moi, lâcher ma mère. J'ai hurlé, j'ai fait la comédie, je ne vais pas te quitter. Alors elle a fait quelque chose que je n'ai pas compris sur le moment. Ma mère m'a giflé violemment. Ma seule gifle de ma vie. La seule gifle. Et j'ai compris rapidement que cette gifle m'a sauvé la vie. Ma sœur m'a prise par la main, nous sommes partis vers l'issue de secours. Et là, les 2 policiers en faction ont tourné la tête pour ne pas nous voir sortir. Vous voyez, certains policiers n'étaient pas d'accord avec ce qui se passait. Nous sommes repartis en courant chez nos grands-parents, la pagaille partout dans les rues, des gens qu'on emmenait. On revient chez nos grands-parents qui sont en larmes. Et voilà, la vie commence chez mes grands-parents, donc avec eux. Ma sœur apprend que ma mère est au camp de transit de Drancy. Drancy, en banlieue, le camp était l'antichambre de la mort, à savoir que tous les trains bondés de juifs qui venaient de toute la France passaient d'abord par le camp de Drancy et étaient ensuite acheminés pour la plupart pour le camp d'Auschwitz, le camp d'extermination, Birkenau. Ma sœur apprend que ma mère est là parce que du fait qu'elle n'a plus ses enfants avec elle, elle est partie avec les célibataires
directement au camp de Drancy, où elle est restée pendant 13 jours. Nous sommes allés la voir 3 fois. J'en ai reparlé avec ma sœur plus d'une fois. La première fois, on a pris un autocar qui nous emmenait avec d'autres gens qui voulaient voir les leurs une dernière fois. Une grande tour en béton. Maintenant, ça s'appelle la Cité de la Muette. Il y a des plantes, il y a des arbres. À l'époque, c'était du béton. La première fois, donc, on arrive devant le camp, devant les barbelés. Une grande cour nous séparait et les internés montaient tout en haut du 4e étage pour apercevoir les leurs une dernière fois, ne sachant ce qui allait leur arriver. Et la première fois, je suis repartie en pleurant. Je n'ai pas vu le visage de ma maman de loin. La deuxième fois, un monsieur, me voyant pleurer, m'a prêté une paire de jumelles et j'ai pu voir une dernière fois le visage de ma maman qui nous a vus, qui était à côté d'autres femmes et qui nous a fait ce geste, partez. Parce qu'elle, du 4e étage, elle voyait les gendarmes sortir du camp et nous pourchasser tout autour du camp. Nous étions constamment en danger. Et la 3e fois, nous arrivons à Drancy. On descend du car et ma sœur me dit on va pas devant le camp parce qu'il fallait encore marcher à l'arrêt du car. J'ai dit je vais voir maman, je hurlais. On ne va pas voir maman, on repart. Et c'est plus tard qu'elle m'a dit ma sœur a vu dans un des autobus ma mère debout, serrée entre d'autres femmes, très serrée. Elle partait pour prendre le train, le Bourget-Drancy, pour le camp d'extermination. Mais ma mère nous a vus, paraît-il, sur le trottoir et elle a essayé de bouger son bras, ce geste, partez. Voilà, c'est l'adieu de ma mère. Les femmes et les enfants qui ont été arrêtés lors de la rafle du Veldiv. Veldiv, vélodrome d'hiver, pendant 6 jours et 6 nuits, sous une verrière au mois de juillet, étalés sur des gradins. Des femmes se sont suicidées, pas de toilettes, il n'y avait pas des excréments partout, des femmes qui hurlaient, qui devenaient folles, des enfants qui pleuraient, qui avaient faim. Un capitaine de pompiers a su ce qui se passait dans le Veldiv où ils sont restés 5-6 jours et avec ses hommes, avec des lances d'arrosage, a arrosé au moins les gens pour qu'ils aient au moins un peu d'eau. On a du mal à imaginer cela. Et ce fut à Paris. C'est la plus grande rafle pendant la guerre, bien sûr. Près de 13 000 personnes ont été raflées, surtout des femmes et des enfants. Plus de 4 000 ce jour-là. Parce qu'en France, il y a 76 000 juifs qui ont été déportés. 4% environ sont revenus, principalement des ados. 4%. Ça, c'est le système d'extermination concentrationnaire. Rachel, c'est une mini-série du podcast Ma vie d'ado. 7 épisodes inédits qui accompagnent le dossier consacré aux adolescents dans la guerre dans le numéro 1202 d'Okapi.